Pour commencer, j'ai eu de l'OPO. Ça a très bien marché pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, l'OPO ne faisait plus effet. Donc quand mon taux d'hémoglobine était vraiment trop bas, j'ai eu une première fois, il y a 2 ans et demi, une transfusion. Ah bah quand on me fait une transfusion, je suis bien. Alors, donc, l'objectif principal pour les syndromes myélodysplasiques de bas risque, c'est de traiter les symptômes et donc la fatigue en rapport avec l'anémie qui est la majorité de la cytopénie qui grève les patients de syndrome myélodysplasique de bas risque. Donc, le traitement de première intention sont les agents stimulants l'érythropoïèse ou EPO. Donc, c'est un traitement qui s'administre en sous-cutané, 1 fois par semaine. Et en général, il y a à peu près 2/3 des patients qui répondent à ce traitement. Ça améliore leur qualité de vie, ils sont moins fatigués. En général, les EPO sont très bien tolérés. C'est long. C'est long. Alors, bon, ça dure 3 heures. Voilà, il faut prendre son temps, son mal en patience. Et puis attendre que la transfusion se fasse. Il y a 2 culots, et puis on attend, on lit, on somnole, voilà, ça se passe bien. Alors, les patients en général deviennent transfusion dépendants, soit après échec de PO, soit après rechute post-PO. Et donc ils sont transfusés à raison d'à peu près 1 fois ou 2 fois par mois. Donc ils reçoivent des poches de globules rouges et comme vous savez dans les globules rouges il y a du fer et donc il faudra faire attention chez ces patients transfusion dépendants à éviter la surcharge en fer, le fer qui s'accumule dans les organes comme le cœur ou le foie. Donc chez ces patients-là, il faudra qu'ils fassent attention à doser leur ferritine régulièrement pour contrôler la surcharge en fer et donc prendre un chélateur du fer qui s'appelle l'Exjade. Alors certes, il a des effets secondaires, notamment digestifs, mais là il y a une nouvelle formulation qui est parue cette année, qui a un meilleur goût et qui semble être mieux tolérée sur le plan digestif. Par contre, pour essayer d'éviter les transfusions, il y a des traitements novateurs. Alors pour le Revlimid, donc ce sont des comprimés, soit tous les jours, soit 21 jours par mois. Et c'est en général bien toléré et les patients répondent à peu près dans 1/3 des cas. Donc ça leur permet d'éviter d'être transfusés. Le deuxième traitement, c'est le Luspatercept, qui est en cours d'essai, qui s'administre en sous-cutané 1 fois toutes les 3 semaines. Donc il a montré son efficacité à peu près dans 2/3 des patients chez des patients qui sont EPO réfractaires. Actuellement, tous les patients ne peuvent pas en bénéficier puisque c'est en cours d'essai. Et si les essais s'avèrent concluants, donc on espère avoir l'autorisation sur le marché dans les années à venir. S'ils n'ont pas de traitement, c'est une chance pour eux déjà, mais ils ont quand même une maladie qui peut évoluer vers un syndrome myélodysplasique de haut risque. Certes, effectivement, ils sont conscients de cette évolution possible, mais il faut qu'ils mettent un petit peu cette maladie de côté dans leur vie quotidienne pour qu'ils puissent vivre, on va dire, avec la maladie, tout en vivant tout ce qu'ils ont à vivre donc, dans le quotidien. Les syndromes myélodysplasiques de haut risque ont un impact sur la survie des patients et sur le risque de transformation en leucémie. C'est pour ça que dans ce groupe de patients, on décide de thérapeutiques qui vont être plus agressives finalement que dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque, allant des agents hypométhylants jusqu'à la greffe de moelle pour les patients qui sont éligibles à ce type d'approche.
traitement par agent hypométhylant, en France c'est essentiellement le Vidaza, s'administre par voie sous-cutanée tous les jours pendant une semaine, et ces semaines de traitement sont répétées une fois par mois. C'est un traitement qui est efficace chez la majorité des patients, pas chez tous malheureusement, mais chez la majorité des patients, et qui doit être poursuivi tant qu'il est efficace. On sait que si on arrête le traitement alors que le patient est répondeur, il y a un risque important de rechute. Donc c'est un traitement qui, s'il est efficace, il doit être poursuivi et maintenu chez les patients pour garder la réponse lorsqu'elle est obtenue. Au niveau des points d'injection du Vidaza, des fois ça me fait des petites rougeurs, mais c'est sensible, mais sans plus. Et puis même là, dans les dernières injections que j'ai eues, j'avais pas du tout de rougeur. Oui, j'en avais un petit peu, c'est au niveau des cuisses, et je crois que là c'est les points, c'est peut-être parce qu'il y a plus de muscles, que c'est un peu plus sensible et peut-être plus dur aussi à faire les piqûres. Mais les points les moins sensibles, pour moi, c'est dans le ventre. Effectivement, le Vidaza me fait du bien, c'est mieux. Bon, le 100%, peut-être qu'il n'existe pas, ça je ne peux pas vous le dire, mais c'est vraiment efficace. Bon, je suis fatigué, mais il faut dire aussi que j'ai plus 20 ans. Mais je me sens nettement mieux, et puis je suis encouragé, ça m'encourage vraiment à continuer à pouvoir avoir des activités. Le problème, c'est que le Vidaza, en principe, on fait ça dans les membres, les jambes ou le torse. Et plus on avance, plus c'est difficile de trouver des parties du corps où c'est plus supportable. Ça revient maintenant, vous voyez, je dois être à peu près, ça fait 3 semaines aujourd'hui ou hier que c'était commencé, donc je suis au milieu de la cure. Maintenant, je me sens bien. C'est pas le grand 8, c'est un bien grand mot, c'est pas le grand 8, mais c'est une sinusoïde et les résultats baissent, remontent. Mais maintenant, je suis sur une pente quand même ascendante quand même. Oui. Les globules rouges remontent. Je suis arrivé dans la normale, assez spectaculaire quand même, quelques mois. Et puis j'ai négocié avec mes infirmières avant de partir en Égypte, parce que comme je voulais me mettre au bord de la plage, au bord de la piscine, en maillot de bain, j'ai négocié les endroits qui ne se verraient pas. Maintenant, dans la rue, je suis obligée de demander de ralentir, parce que c'est moi qui n'arrive plus à suivre. Donc, Les agents hypométhylants, malheureusement, ne guérissent pas le syndrome myélodysplasique. En revanche, ils en freinent l'évolutivité, c'est-à-dire c'est un peu comme si la maladie avait été mise sur pause. Ce traitement ne fonctionne pas chez tous les patients. On n'a pas aujourd'hui de marqueurs qui nous permettent de prédire chez quel patient ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. Il y a un certain nombre de patients qui soit ne vont pas répondre au traitement, en général on attend 6 mois pour vérifier l'efficacité du traitement, ou qui, après avoir répondu, vont perdre leur réponse à ce traitement. Donc il y a la place pour essayer d'améliorer de manière tout à fait significative ces traitements-là. L'élément nouveau semble être l'arrivée, à côté d'un traitement de base par hypométhylant, l'arrivée de molécules qui vont pouvoir être adjointes aux hypométhylants, notamment l'azacitidine, et améliorer leur efficacité. Et peut-être la molécule qui semble la plus prometteuse actuellement est le venetoclax, qui semble améliorer les taux de réponse et probablement leur durée. C'est encore en essai clinique, on n'en dispose pas de façon routinière, mais ça paraît très prometteur. Alors, il y a beaucoup de médicaments qui sont en cours de développement. Pendant des années, on a eu assez peu de nouveaux traitements à proposer aux patients atteints de syndrome myélodysplasique. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont en train un petit peu de changer avec l'arrivée de médicaments qui ont été développés parfois dans d'autres maladies. Donc il y a toute une gamme de médicaments qui sont en train d'arriver. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est le seul traitement, le seul, qui guérit réellement les patients. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a malheureusement pas dit grand-chose. Pourquoi? Parce que, même si c'est vrai, l'allogreffe ne s'adresse pas à tous les malades. Il faut avoir une maladie suffisamment grave pour que les bénéfices de l'allogreffe surpassent les risques de cette greffe qui ne sont pas nuls. Pour faire une greffe, il faut avoir un donneur, que ce donneur vienne de la famille ou qu'il soit non apparenté.
Non seulement il faut une maladie et un donneur, mais il faut aussi avoir un organisme autour de la myélodysplasie qui soit capable de supporter la greffe. Tout ça pour dire que c'est compliqué, c'est pas basé simplement sur une impression, c'est basé sur des études cliniques, moléculaires et thérapeutiques très sérieuses qui ont permis de serrer les indications, qui fait que avec une maladie qui se ressemble d'un patient à un autre, on peut poser ou contre-indiquer ou ne pas poser tout de suite une indication de greffe. Les progrès vont venir vraisemblablement de deux choses. D'une part, de la meilleure connaissance et la meilleure approche en termes de traitement de la complication majeure de la greffe qui s'appelle la GVH, la maladie du greffon contre l'autre. On connaît mieux, on a accès maintenant à beaucoup plus de médicaments, donc on pourra mieux la prévenir et certainement mieux la traiter dans les années qui viennent. La deuxième chose, c'est tout ce qui est en train de se faire autour des médicaments périgreffe, c'est-à-dire que de manière à prévenir les risques de rechute après la greffe qui sont toujours possibles, il y a un certain nombre de traitements qui vont être mis en route dans les mois et années qui viennent pour essayer de prévenir ces rechutes. On n'a trouvé qu'un en Allemagne qui était compatible. Et je vous crois, c'était une sacrée délivrance. J'ai retrouvé, moi je dis à peu près dans les 75% de ma vie que j'avais avant. Quand j'ai été greffé, donc j'ai été greffé le 23 janvier, et bien le 24 janvier, j'avais un petit vélo dans ma chambre. Le 24 janvier, j'étais sur mon vélo et je pédalais sur mon vélo et je suis même arrivé à faire 10 km sur mon vélo, tranquille. Voilà. C'est bien tombé parce que c'était la période des Jeux Olympiques, donc j'avais la chance d'avoir une télévision dans ma chambre. J'ai regardé les JO, en étant ancien sportif aussi, ben ça me motivait aussi. Même si j'étais très fatigué, etc. Alors quand je suis sorti, c'était pas l'euphorie, mais j'étais content de sortir. Et cette appréhension terrible était du fait que j'étais dans un milieu très aseptisé et j'allais être confronté à la vie réelle. Comment j'allais gérer ça derrière. Donc ça a duré pendant 2 mois à la maison. Et puis au bout de 2 mois, j'ai repris le dessus. Voilà. Pour ces avancées thérapeutiques, aussi bien dans les formes de haut risque que les formes de faible risque, le GFM s'implique par des essais dits académiques, notamment des essais qui utilisent des inhibiteurs d'IDH1, d'IDH2, cette protéine, cette molécule qui reconforme la protéine P53 mutée, cette fois plutôt dans les hauts risques. Et puis également, on envisage des essais avec le luspatercept dans les formes de faible risque.